Loi enchantée par Richard Lesclide. Dans l'endroit le plus reculé d'une mer, où l'on ne va guère, se trouve un port fidèle et sûr, où s'arrêtent quelquefois les navires, quand ils ne peuvent faire autrement. Ce n'est pas que le pays soit méchant ou la terre peu fertile, mais les rois y ont un pouvoir absolu, et y fabriquent des lois à propos de rien, ce qui peut devenir aussi désagréable pour les étrangers que pour leurs propres sujets. À l'époque dont je parle, la date m'échappe, mais ce fut une année de comètes et de bonnes vendanges, et les melons mûrirent à point. Le souverain, qui gouvernait ce royaume, avait de grands sujets d'affliction. Il était devenu veuf d'une reine excellente, qui avait de grands talents en cuisine, et elle lui avait laissé une grande fille, qui était bien la plus maussade princesse qu'on pût voir. Elle était d'une mélancolie naturelle, que rien ne pouvait dissiper. Elle marchait à pas lents, et parlait d'une voix larmoyante. Elle s'inclinait comme un saule, et quoiqu'elle fût très belle, elle inspirait la tristesse à 100 pas. Son père lui avait donné le joli nom de Fafette, mais le peuple, qu'elle glaçait par sa gravité, l'appelait Fafette la désolée. Le roi avait épuisé tous les moyens de la distraire et de la faire sourire. Sa contenance sinistre et résignée lui ôtait l'appétit, mais en bon père, il préférait jeûner que de la mettre en pénitence dans sa chambre. Il avait bien songé à la marier, mais tous les prétendants s'étaient retirés, après quelques visites, sous des prétextes plus ou moins polis. Les jeunes se sentaient découragés par cette froideur implacable. Les vieux ne voulaient pas d'une femme qui avait l'air de suivre leur convoi. Dans son embarras, le roi avait rendu des édits plus singuliers les uns que les autres. Il avait ouvert des concours de drôlerie et promis de magnifiques récompenses à ceux qui parviendraient à faire rire sa fille. Tous les saltimbanques de profession et tous les farceurs de société avaient été appelés à la cour. Les petits journalistes, experts en bons mots, avaient été convoqués à leur tour. Mais, malgré l'émulation générale, on ne put venir à bout du sérieux de la princesse, qui secouait la tête devant les inventions les plus comiques et terrifiait les gens les mieux disposés en répétant « ce n'est pas drôle ». Quand il eut épuisé la verve de ses sujets, le monarque se rejeta sur les étrangers. Tous ceux qui arrivaient dans le royaume ou qui le traversaient seulement étaient obligés d'aller au palais essayer quelques singeries. Plusieurs hommes graves s'en montrèrent offensés, et il aurait pu en résulter des guerres funestes si le pays n'avait pas été situé hors de portée, ainsi que nous l'avons dit. Cela ne laissait pas que de faire un tort immense à son commerce et à ses intérêts. Pour en finir, le roi rendit une dernière ordonnance dont le double but était de divertir sa fille et de la marier en même temps. Il déclara qu'il la donnerait à celui qui la ferait rire de bon cœur et que son gendre deviendrait son héritier présomptif. Cette promesse royale ranima les esprits. De nombreux concurrents entrèrent en lice. Mais leurs efforts n'aboutirent à rien et ils s'en allèrent comme ils étaient venus. Dans une forêt voisine de la capitale, vivait en ce temps-là un riche bûcheron qui faisait fort bien ses affaires. Il avait 3 grands garçons, mais il les gâtait un peu, et s'en allait seul au travail pendant qu'ils se divertissaient à la maison. « Laissons-leur prendre du bon temps, disait-il, l'heure des soucis arrivera assez tôt pour eux. » Mais il advint qu'il tomba malade, et comme il avait une commande pressée de fagots à livrer à la ville, il pria son fils aîné de prendre sa cognée et de le remplacer pour quelques jours. Le jeune homme y consentit volontiers. Au moment du départ, sa mère lui remit un panier qui renfermait quelques provisions, entre autres un pâté de lièvre fait par elle-même et une bouteille de vin vieux. Le jeune ouvrier s'en lécha les lèvres et partit gaiement pour la forêt. Comme il entrait dans le bois, un petit vieillard vint à sa rencontre et lui sauta le bonjour. « J'arrive de fort loin, lui dit-il, et je suis accablé par la fatigue et pressé par la faim. Le panier que vous portez répand une odeur excellente. Ne pourriez-vous me faire la charité d'un verre d'eau et d'un morceau de pain ? » « Ce sera avec plaisir, dit le jeune homme en se moquant, mais je n'ai ni pain ni eau à votre service. Veuillez donc m'excuser, car le vin et le pâté que je porte doivent figurer à mon déjeuner. Comme il vous plaira, dit le bonhomme, mais veillez bien à votre hache, car je la crois mal emmanchée. En effet, le travailleur novice n'eut pas plutôt donné quelques coups de cognée à un chêne que le fer de son outil lui tomba sur le pied
et lui fit une profonde blessure. Il revint à la maison en boitant et fut obligé de se mettre au lit. Le lendemain, son frère cadet partit à sa place, et le vieillard ne manqua pas de l'aborder à son tour. Mais il avait affaire à un gourmand qui l'écouta à peine. « Ne voyez-vous pas, lui répondit-il, que j'aurai en moins tout ce que je vous donnerai? Or je suis loin d'en avoir de reste. »« C'est entendu, dit le vieillard, mais veillez à ce que votre hache ne tourne pas dans votre main. » L'ouvrier ne fit que rire de ce conseil, mais 10 minutes après, il portait un coup à faux et s'entamait cruellement la jambe. Des passants le ramassèrent et le rapportèrent chez lui. Le 3e jour, le plus jeune des fils, qui s'appelait Tristan, demanda à son père la permission d'aller au bois. « Non, répondit le bûcheron, il est arrivé malheur à tes frères, et je me repentirais de te laisser partir. » Mais le jeune homme insista si vivement qu'on lui permit d'aller travailler à son tour dans la forêt. Il partit de bonne heure, en emportant son repas de la journée. En entrant dans le bois, le petit vieillard vint à lui, en soupirant avec effort, comme un homme extrêmement las. « D'où venez-vous, bon père ?» lui demanda Tristan. « Vous me paraissez mal à votre aise. Asseyez-vous sur ce gazon, et buvez un coup pour vous remettre. »« J'accepte volontiers, dit le bonhomme en avalant un grand verre de vin. Je mangerai bien un morceau par la même occasion. »« Ne vous en faites pas faute, dit Tristan en lui présentant ses provisions. À votre âge, il ne faut pas rester sur sa faim. »« C'est que je crains bien, dit le vieillard en montrant des dents blanches et bien aiguisées, qu'il ne vous reste pas grand-chose de tout cela. »« De quoi vous inquiétez-vous, dit le jeune homme. Ne suis-je pas sûr de trouver ce soir à souper chez mon père? Mangez et buvez, je ne vous regarde pas. » Tristan se mit en effet à travailler pour ne pas gêner le pauvre homme. Au bout d'une demi-heure, celui-ci se leva et vint le trouver en s'essuyant les lèvres. « Votre chienne va bientôt tomber, dit-il en lui prenant la main. Pendant que je mangeais, il m'a semblé apercevoir un nid dans ses plus hautes branches. N'oubliez pas de vous en assurer. » Là-dessus, le vieillard le quitta en le remerciant avec beaucoup d'effusion. Tristan le vit partir avec regret, car il lui trouva une bonne figure. Quand il eut disparu, au détour d'une allée, le jeune homme fut curieux de savoir s'il restait quelque chose dans son panier. Il demeura stupéfait en trouvant sa bouteille à peine entamée. Quant au pâté, on en avait mangé un bon tiers, mais le reste avait notablement grossi et dépassait de beaucoup les plus beaux pâtés de la contrée. Après avoir vainement cherché la raison de ce phénomène, Tristan en remercia la Providence et mangea de grand appétit. 1 heure après, le chêne qui l'avait attaqué tombait avec un fracas horrible. Le jeune bûcheron en visita soigneusement les rameaux, et près du tronc, dans une fourche, il trouva un nid contenant un énorme oiseau qui semblait endormi. C'était une oie, mais la reine des oies. Elle avait le port d'un cygne, et ses plumes étaient d'or pur. Tristan sauta de joie, et comme il était encore de bonne heure, il prit l'oie sous son bras et s'achemina vers la ville voisine. Il avait l'intention de la vendre à beau denier comptant et de réjouir son père en lui rapportant tout l'argent qu'on lui donnerait. Il marchait donc d'un pas allègre quand il fut arrêté par 3 jeunes filles du pays qui voulaient babiller et faire les coquettes. « Je n'ai pas le temps de vous écouter, dit Tristan. Laissez-moi passer, je vous prie. »« Hé, qui vous fait si pressé ?» dit l'aîné. « Où portez-vous ce bel oiseau qui brille comme un soleil? Il faut absolument que vous m'en donniez une plume. » En disant ces mots, elle porta la main sur l'oiseau, mais à son extrême surprise, ses doigts y restèrent attachés par une force invisible, et comme Tristan continuait sa route, elle fut obligée de le suivre à grands pas. Au cri qu'elle poussa, sa sœur cadette accourut pour la dégager, mais dès qu'elle eut touché sa robe, elle se sentit prise à son tour et entraînée par l'oiseau merveilleux. « Prends garde !» crièrent-elles à leur jeune sœur. « Prends garde, ne viens pas !» Mais celle-ci les trouva fort malhonnêtes. « Puisqu'elles y sont allées, dit-elle, je puis bien y aller aussi. » Elle s'approcha donc, mais elle fut soudée comme les autres à la queue leu-leu et forcée de courir plus vite qu'elle ne le voulait. Tristan, cependant, allait toujours, sans s'expliquer, l'obstination de ces filles qui lui marchaient sur les talons. « En vérité, disait-il, les femmes sont bien têtues. Comprenez-vous une pareille lubie? Si je les laissais faire, elles plumeraient mon oiseau tout vif. « Hé, mesdemoiselles,
Laissez aller les gens en paix. En parlant ainsi, il passa devant le presbytère. Le curé, qui lisait son bréviaire devant sa porte, bondit sur son fauteuil en l'apercevant. « Oh, fille sans pudeur !» s'écria-t-il. « N'êtes-vous pas honteuse de courir après un homme à travers champs ? Est-ce pour cela que je vous fais le catéchisme ? Arrêtez-vous de suite ou je vous excommunie !» Dans l'ardeur de son zèle, il ne se borna pas à prêcher, mais il courut après ses paroissiennes pour les tirer par leurs robes et les ramener dans le droit chemin. Mal lui en prit, car il ne réussit qu'à se joindre à la farandole, et comme Tristan, effrayé, pressait le pas et qu'il était fortement entripaillé, il fut bientôt hors d'haleine. Qui dira la stupéfaction du sacristain, qui connaissait son maître pour un saint homme, quand au détour d'une route, il aperçut monsieur le curé, courant après des filles et les tirant par leurs jupons. Scandalisé au dernier point, il se cacha le visage dans ses mains et se permit les plus vives remontrances. « Ah !» s'écria-t-il, « votre révérence n'y pense pas. Il fait jour, monsieur le curé, vous serez la fable du village. On vous tympanisera, on vous fera courir sur l'âne. Homme de Dieu, quel démon vous possède ? Non, quand je devrais employer la force, je ne souffrirai pas que vous couriez ainsi. » Mais à peine eut-il touché le digne pasteur qu'il fut lui-même entraîné par le courant. La première surprise passée, il héla de laboureurs qui passaient, la bêche sur l'épaule, et les conjura de venir à son secours. Les paysans s'avancèrent sans défiance, et augmentèrent d'autant cette file saugrenue de gens vissés à la queue de l'oie enchantée. Tristan avait d'abord eu peur. Puis il s'était rendu compte de la singulière propriété de son oie, et il arpentait le chemin sans trop savoir comment cela finirait. Il arriva que cette étrange caravane passa devant une maison de campagne où se trouva en ce moment le roi et sa fille. Fafette la désolée était précisément à la fenêtre et regardait les horizons brumeux avec des yeux noyés de langueur. Quand le jeune homme et sa suite parurent devant elle, elle eut grand-peine à démêler ce que signifiait cette curieuse procession. Le dépit et la colère de tous ces gens qui couraient bon gré mal gré les uns après les autres lui semblèrent d'abord une comédie, mais elle s'aperçut qu'ils étaient de bonne foi, et cela commença à l'intéresser. Tristan marchait à grands pas, fier et cambré, portant l'oie merveilleuse. Les trois filles le suivaient en se désespérant. Le curé roulait comme une boule, exorcisant à tort et à travers. Le bedeau criait les répons, et les laboureurs juraient comme des charretiers. Tristan trébucha dans un trou qui se trouvait sur la route, et sa suite en fit autant. À ce spectacle, la princesse n'y put tenir. Le sourire qui se dessinait sur ses lèvres se changea en rire forcené, et ce rire dura si longtemps qu'on finit par craindre une attaque de nerfs et qu'on alla chercher de l'eau pour lui rafraîchir les tempes. Le roi pouvait à peine en croire ses oreilles. Dans sa joie, il fit monter le jeune bûcheron et tous ses acolytes que l'oie ne cessait d'entraîner. Quand il eut ri à son tour d'une façon raisonnable, il déclara que Tristan épouserait la princesse et que la noce se ferait sur le champ. « N'avons-nous pas tout ce qu'il nous faut pour cela ?» dit-il. « Voici monsieur le curé pour bénir le mariage et le bedeau pour le sonner. Ces filles seront vos dames d'honneur, ma chère Fafette, et ces braves paysans serviront de témoins. Quant à l'oie, elle figurera au repas de noces. Qu'on la porte à la cuisine. » Fafette regarda Tristan et se montra disposée à suivre les ordres de son père, car le fils du bûcheron était fort joli, surtout quand il se nettoyait un peu. On envoya chercher sa famille, et le mariage se fit sans désemparer. Comme Tristan avait de l'esprit et savait une foule de petits jeux, il trouva moyen de distraire sa femme, qui le rendit fort heureux et lui donna plusieurs enfants. Les soirs d'hiver, auprès du feu, Tristan leur racontait l'histoire de l'oie enchantée, à laquelle il devait sa fortune et son bonheur. Ainsi s'achève L'oie enchantée par Richard Lesclide.